Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle conférence interactive virtuelle du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être réunis tous ensemble pour parler de la lecture et plus particulièrement des recommandations de notre dernière conférence de consensus sur le thème « Comment soutenir le développement de conférences en lecture ». Donc nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-Émile Gombert, donc, qui est professeur de psychologie des apprentissages émérite et qui a été président de cette conférence, et puis également Jean Lecal, qui est professeur de psychologie des apprentissages à l'université de Lyon 2. Donc voilà, deux experts de la lecture pour discuter aujourd'hui avec vous. Nous sommes aujourd'hui très nombreux. Vous êtes plus de 1400 à s'inscrire, à être inscrits à cette conférence. Donc on voit évidemment que ça suscite beaucoup d'intérêt. Vous venez d'univers professionnels tout à fait variés, et j'en oublierai certainement, professeurs, IEN, conseillers pédagogiques, formateurs en SP, étudiants, chefs d'établissement, professeurs des écoles, éditeurs aussi, orthophonistes, psychologues, enfin voilà. Donc nous sommes tous ensemble aujourd'hui pour pouvoir échanger autour de ces recommandations. Bien évidemment, cette conférence ne serait pas possible sans l'aide de nos partenaires. Nous sommes aujourd'hui dans la librairie de Canopée à Paris et tout est retransmis grâce à l'aide et au talent numérique de l'équipe chargée des TIS pour l'université de Sorbonne Nouvelle Paris 3. Donc vous voyez que nous sommes nombreux et beaucoup de partenaires sont là pour organiser cette conférence. Alors, pourquoi ces conférences de consensus? Ce n'est pas la première, vous savez que nous avons déjà eu une conférence de consensus sur le redoublement et le traitement de la difficulté scolaire, une autre conférence de consensus sur la numération au primaire, et c'était d'ailleurs l'objet de notre première conférence interactive virtuelle. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, aussi retrouver les échanges qui ont eu lieu il y a déjà une quinzaine de jours autour de la numération. Donc il y a vraiment entamé à la fois par le CNESCO et par l'IFE un cycle de conférences de consensus. Alors pourquoi un cycle de conférences de consensus et quel est l'objectif de ces multiples conférences? Il s'agit réellement de pouvoir créer une passerelle entre le monde de la recherche et le monde des praticiens. Alors, nous ne sommes pas dans une position descendante, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réunir des experts des apprentissages et de l'enseignement pour dicter aux praticiens finalement ce qui sera en lien avec des conclusions de la recherche. Il s'agit bien de passerelle, c'est-à-dire d'échange. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'est construite une conférence de consensus, c'est-à-dire que nous mettons à disposition tout un ensemble de rapports pour un jury de consensus. Un jury dans ces conférences de consensus réunit des enseignants, des inspecteurs, parfois même des élèves, des éditeurs, des représentants de collectivités territoriales, bref, à chaque fois un ensemble d'acteurs qui sont réellement en lien avec le sujet. Ils vont donc en fait regarder, instruire le dossier en lisant un ensemble de rapports et surtout pendant 2 jours écouter des experts pour pouvoir échanger avec eux. L'ensemble de la conférence est finalement construite par le président de la conférence, donc Jean-Émile Gombert aujourd'hui. Elle nous parlera justement aussi de ce travail et de ces constats. Donc à partir de ces éléments, ce jury va dans un cadre collectif, avec une formation, donc le jury est très accompagné, produire, écrire des recommandations qui seront ensuite diffusées par l'IFE et le CNESCO. Je pense que l'intérêt de ces recommandations, et c'est pour ça que vous êtes certainement aujourd'hui nombreux, et c'est pour ça qu'on demande aussi à l'IFE et au CNESCO de faire de nombreuses opérations aussi en présentiel dans les académies, l'intérêt de ces recommandations est double. C'est qu'elles sont évidemment étayées scientifiquement, mais cet étayage a été revu, traduit par des professionnels, par des praticiens. Si bien qu'il est aussi écrit dans un langage, je pense, qui est beaucoup plus accessible que ce que nous, chercheurs, mais à culpa pour ça, nous écrivons au quotidien, évidemment, dans des revues scientifiques.
Ce qui est intéressant aussi dans cette conférence, et là nous allons tout au cœur de cet exercice, c'est que les chercheurs écoutent aussi les praticiens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aurons une bonne heure aussi consacrée uniquement à vos questions. Donc c'est bien un dialogue, c'est bien un aller-retour qui vous est proposé ici. Et là, vous voyez sur cette diapo, ce jury qui a travaillé avec Jean-Émile Gombert et avec le président du jury pour écrire les recommandations. Alors, aujourd'hui, je vous le disais, Jean-Émile Gombert, président de la conférence, professeur de psychologie des apprentissages, qui a vraiment travaillé tout le fond scientifique de la conférence. Et puis Jean Eckhall, qui était donc aussi un des participants, un des experts, qui a eu la possibilité de dialoguer avec ce jury. Et donc, je disais qu'il était professeur de psychologie des apprentissages à Lyon 2. Donc, merci à vous, messieurs, merci de nous accompagner pour cette conférence virtuelle. Alors, Jean-Émile Gombert, finalement, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette conférence? Quels sont les constats que vous aviez posés par le passé sur l'apprentissage de la lecture qui vous ont poussé à accepter ce rôle de président du jury? Bonjour d'abord, bonjour à tous. Je pense que ce n'est pas un constat individuel. Globalement, on a tous des interrogations sur l'efficacité de notre système scolaire pour les apprentissages fondamentaux, notamment pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, l'apprentissage de l'écrit, dont on sait qu'il est central pour les autres apprentissages. Alors pourquoi ces interrogations? Il se trouve que les évaluations internationales, les évaluations comparatives entre les performances de notre système scolaire et ce que l'on constate à l'étranger n'est pas toujours en notre faveur. Certes, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les jeunes Français, les élèves ont des bonnes performances. Toutefois, il y a des écarts qui se creusent en France pour la maîtrise de la lecture entre les bons élèves et les mauvais élèves. Il y a plutôt une proportion plus importante de bons élèves que naguère, mais en revanche, il y a également plus de mauvais élèves, plus de mauvais lecteurs, et les troubles sont plus profonds qu'auparavant. Je pense que c'est le premier constat qui justifie que l'on regarde de près de ce qu'il peut être fait pour améliorer la situation. Il y a un état de l'art du côté de la recherche. Il y a maintenant, depuis près de 50 ans, un nombre extrêmement important de recherches sur l'apprentissage de la lecture, de recherche internationale, avec des équipes de scientifiques de très haut niveau. Et il y a très peu de désaccords entre les chercheurs. Les chercheurs ont une analyse. Bon, il peut y avoir des théories qui sont légèrement divergentes, mais les processus principaux à l'œuvre dans l'apprentissage, je pense qu'il y a un grand accord entre les chercheurs, tant au niveau national qu'international. Cet accord entre chercheurs ne se retranscrit pas au niveau des pratiques. Sans doute les chercheurs en sont-ils eux-mêmes au moins partiellement responsables de ne pas avoir suffisamment échangé avec les praticiens pour que les résultats de leurs recherches soient effectivement utilisables dans la pratique, ce qui n'est pas automatique. La recherche en laboratoire ne se traduit pas de façon efficace et automatique dans les classes. C'est un petit peu l'objet de la conférence, des conférences de consensus en général, mais de cette conférence de consensus en particulier. Et c'est sans doute l'élément majeur qui motive un chercheur, qui motive les chercheurs à s'impliquer dans ce type d'événement. Alors, dans les constats, il y a
un constat qui s'impose. On se préoccupe beaucoup des tout débuts de l'apprentissage de la lecture. Ce qui se passe au cours préparatoire, donc il y a beaucoup d'accents mis par la recherche et aussi dans la réflexion pédagogique sur le sujet. En revanche, il y a sans doute un déficit de recherche et de réflexion sur... Il y a une sirène qui traverse le studio. Déficit sur ce qu'on peut appeler un enseignement continu de la lecture, de la maternelle au collège. L'apprentissage de la lecture, ce n'est pas seulement ce qui se passe au CP. Quand on évalue les compétences de lecture, il y a des tests qui existent pour évaluer les compétences de lecture. Et ces tests donnent des niveaux qui sont des niveaux qui doivent être atteints en fin de primaire, mais aussi qui doivent être atteints à 15 ans, ce qui veut bien dire que l'amélioration des performances est quelque chose qui démarre très tôt et qui continue très tard. Et donc l'apprentissage de la lecture doit être pensé sur ce temps relativement long qui est l'ensemble de la scolarité, au moins jusqu'à la fin du primaire. Je pense que c'est sans doute les constats de départ qui justifient l'intérêt que je porte, mais que nous portons collectivement. Tout l'ensemble des experts sont sur la même ligne à ce type d'événement. Quelles sont donc les recommandations de cette conférence 2016 s'appuient bien aussi sur celle de 2003. Vous n'êtes pas parti de zéro. C'est vrai que les conférences de consensus, on sait que les conférences de consensus, c'est quelque chose qui existait de façon importante en médecine. D'ailleurs, qui existe moins en médecine maintenant. C'est passé de mode en médecine. Et au début des années 2000, ce type d'événement où on essaye d'allier les résultats de la recherche avec la pratique des praticiens, la pratique dans les classes. Ce type de processus a été initié pour le domaine de l'enseignement, pour le domaine de l'éducation, avec une première conférence de consensus qui était spécifiquement sur la lecture en 2003. Conférence de consensus qui avait donné lieu à un certain nombre de recommandations. Je dirais, à l'époque, ça a plus été des recommandations sur ce qu'il ne fallait pas faire que des recommandations sur ce qu'il fallait faire. On était dans une époque de débat qui sont maintenant dépassés entre les méthodes, qui justifiaient que l'on rappelle qu'il y avait un certain nombre d'incontournables dans l'apprentissage de la lecture, et il y a eu beaucoup d'accents mis sur ces incontournables. Maîtrise des correspondances entre les lettres et les sons, entre les graphèmes et les phonèmes, répétition de l'activité pour automatiser, dans le même temps prêter attention à la compréhension. Il y a eu un certain nombre de données qui sont des données qui sont toujours valables. Et c'est pour ça que l'on tient véritablement à insister sur le fait que les recommandations de la présente conférence de consensus, celle de 2016, ne remettent absolument pas en cause les recommandations de celles de 2003, mais en fait les prolonge, les complète et cherche à les préciser. Cherche à les préciser dans un contexte qui est aussi un contexte, je dirais, qui nous semble, nous chercheurs, plutôt favorable. Les experts, ou beaucoup des experts qui ont été mobilisés pour la conférence de consensus, avaient également été mobilisés pour la réflexion sur les nouveaux programmes, ceux qui sont à l'œuvre depuis cette rentrée, donc qui ont été publiés en 2015. Cette
circonstance entraîne que les recommandations de la conférence de consensus sont en adéquation assez forte avec les nouveaux programmes. Donc, leur applicabilité, en quelque sorte, est très forte. Alors, quels sont donc les principaux axes des recommandations? Je vais vous donner l'appareil, comme ça, vous pourrez aussi le manier vous-même. Donc, les grandes lignes, hein, Jean-Émile Gombert. Bon, je dirais, là, il n'y a rien de révolutionnaire. Et d'ailleurs, dans l'ensemble du propos, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. Je dirais, ce qui est important, c'est que l'ensemble des données qui sont apportées, des recommandations, sont appuyées sur la recherche. Mais ça n'entraîne pas des bouleversements énormes. Donc on retrouve en tête les différentes dimensions qui sont les dimensions classiques de la lecture et de son apprentissage. La dimension identification des mots. Les mots écrits ne se reconnaissent pas d'emblée avant tout apprentissage. Il faut apprendre à identifier les mots. Il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent être installés. Bien entendu, lire, l'objectif de la lecture n'est pas seulement d'identifier des mots et d'être capable de les oraliser, mais c'est de comprendre des phrases, des textes, des documents. Donc le développement de la compréhension est non seulement un objectif, mais vous le verrez dans la suite du propos, doit faire véritablement l'objet d'une attention particulière et d'exercices particuliers de la part des élèves et donc des enseignants. Lorsque l'on parle des lettres en général, être lettré, avoir des lettres, c'est pas seulement savoir lire et écrire, c'est aussi avoir acquis un certain nombre d'être entré dans un patrimoine qui est un patrimoine littéraire. C'est l'entrée, on appelle l'entrée en littérature. C'est un élément important de la culture. C'est un élément essentiel pour le développement de l'esprit critique des futurs citoyens. La position centrale de la lecture dans les apprentissages s'explique par le fait que l'écrit est le support des autres apprentissages scolaires. À l'école, on lit essentiellement pour apprendre. Et donc la lecture pour apprendre, c'est quelque chose qui doit nous intéresser, qui n'intéresse pas seulement l'enseignant, professeur des écoles, qui n'intéresse pas seulement le prof de français, qui intéresse l'ensemble des professeurs des différentes disciplines. Depuis maintenant une vingtaine d'années, mais de façon accélérée ces dernières années, le numérique, le support numérique prend une importance énorme et devient d'ailleurs un des supports principaux du matériel écrit. Il y a là quelque chose qui a été encore balbutiant en 2003 et qui en 2016 ne peut pas être ignoré. Donc lire à l'heure du numérique, il y a quelque chose ici qui doit faire l'objet d'attention. Et puis je signalais tout à l'heure en ouverture de cette conférence ce constat d'écart entre les très bons élèves et des élèves plus en difficulté, voire en très grande difficulté. La prise en compte de la diversité des élèves, c'est, je dirais, le quotidien des enseignants. C'est aussi un domaine sur lequel nous avons désiré faire un certain nombre de recommandations. Alors, outre ces différents chapitres, il y a des recommandations que l'on peut gérer, qui sont plus transversales, qui sont générales, qui s'appliquent aux différentes sous-chapitres que j'ai mentionnés. Alors bien sûr, l'objectif général.
l'objectif général. Alors je citais l'expression être lettré, avoir des lettres, avoir à la fois une maîtrise de l'écrit et également une culture littéraire. C'est ça qu'on appelle l'acquisition de la littératie. Littératie, un néologisme qui est utilisé beaucoup dans les autres pays francophones que la France, mais qui est très utile parce que c'est le pendant positif de ce qu'on appelle l'illettrisme sur le versant négatif. Je l'ai déjà signalé, je veux insister sur le point. L'apprentissage continu de la lecture suppose que on s'y intéresse dès l'école maternelle. Il ne s'agit pas d'apprendre à lire, de maîtriser l'écrit à l'école maternelle. Il s'agit à l'école maternelle de mettre en place tous les ingrédients de l'apprentissage futur qui sera un apprentissage réussi. Et ces prémices de l'apprentissage doivent d'emblée porter sur les différentes dimensions de la lecture. Mise en place des conditions pour acquérir les capacités de reconnaître des mots écrits. Mise en place des connaissances qui permettront la compréhension, le lexique, la maîtrise de la langue, mais aussi la découverte via la lecture par l'enseignant, la découverte des différents types de documents écrits. Donc, un apport extrêmement précoce des apprentissages et ensuite une continuité sans rupture ni dans les cycles ni entre les cycles, jusqu'au moins la fin du collège, une continuité dans la pédagogie développée pour conduire l'élève à maîtriser l'écrit. Alors un point extrêmement important. Quels sont les types, les classes de mécanismes impliqués dans l'apprentissage? Je pense qu'il y a deux grandes classes. Il y a ce qu'on appelle les savoirs explicites et ce qu'on appelle les savoirs implicites. Savoir explicite, c'est quoi? C'est ce que j'ai appris parce qu'on m'a expliqué comment développer certaines procédures. Par exemple, on m'a appris à mettre en correspondance des lettres et des sons. Je le sais, je l'ai mémorisé, je suis capable de mobiliser ce type de savoir de façon explicite, de façon consciente. La partie explicite de l'enseignement est quelque chose d'extrêmement important dans toutes les disciplines, y compris en lecture, tant sur le plan des mécanismes pour reconnaître les mots que sur le plan de la compréhension. Mais dans le même temps, il y a un versant implicite de l'apprentissage. Un apprentissage implicite, c'est ce que je fais, ce que j'apprends sans m'en rendre compte. Quand l'enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans apprend à parler, apprend à comprendre le langage oral, il n'a pas le sentiment d'appliquer des règles particulières qu'on lui a enseignées pour parler, pour comprendre. Tout simplement, son interaction avec son environnement le conduit à développer ce type de capacité. Cette dimension apprentissage implicite, qui existe pour le langage parlé, existe dans tous les apprentissages. Lorsque je lis, lorsque je répète l'activité de lecture, sans m'en rendre compte, je développe une expertise de la lecture qui va bien au-delà de ce que je suis capable d'expliquer en termes de mécanismes que j'applique volontairement. Donc, c'est un point important. C'est-à-dire que dans l'apprentissage de la lecture, il y a ce que l'on enseigne et ce qui doit être compris par l'élève. Il y a ce qui dépend
de sa pratique, ce qui dépend de la répétition de l'activité. Et cette répétition de l'activité, elle a des conditions. Je répète une activité que si elle me plaît en quelque sorte. On a parfois opposé une approche de la lecture en termes d'installation du b.a.-ba, installation des mécanismes de la lecture, à une autre approche qui est le développement du plaisir de lire. Ça ne s'oppose pas. L'acquisition du b.a.-ba, ça fait partie des apprentissages explicites. Développer le plaisir de lire, c'est mettre en place les conditions pour que les élèves aient envie de répéter l'activité. Sur les recommandations générales, encore 2 mots. Dans l'enseignement, on ne peut pas faire n'importe quel apprentissage à partir de n'importe quel support. Lorsque je vais travailler des mécanismes fin de la lecture, les correspondances graphème-phonème, je ne vais pas le faire à partir d'un roman, je vais le faire à partir d'un matériel plus pauvre, c'est vrai, mais qui aura été construit de telle sorte que les correspondances que je veux faire acquérir par l'enfant soient présentes dans son matériel. Lorsque je veux que l'élève ait une lecture autonome, là il va me falloir choisir des supports dans lesquels le nombre de mots contenus dans le texte soit suffisant, connus par l'élève dans le texte, soit suffisant pour que l'élève puisse effectivement lire et comprendre seul le texte. Mais ceci ne disqualifie pas aussi à d'autres moments la nécessité de travailler sur des textes longs. Donc, savoir adapter les supports à l'objectif de la lecture. Tout ça, c'est ce qui se passe à l'école. Il y a aussi ce qui se passe en dehors de l'école. On sait que tous les enfants n'ont pas un environnement extrascolaire dans lequel l'écrit a le même niveau de présence. Et il est important de tout faire pour impliquer l'environnement extrascolaire de l'enfant dans l'accompagnement de ses apprentissages. Et ça concerne particulièrement les parents, l'implication des parents dans l'accompagnement des apprentissages de leurs enfants. C'est pas toujours facile, parce qu'on peut avoir des parents qui ont eux-mêmes un vécu scolaire qui leur a pas laissé de bons souvenirs, et donc ça va nécessiter de la part des enseignants de développer des modalités d'interaction avec les parents qui peuvent en quelque sorte les motiver à accompagner leur enfant. Et dernier point, bien entendu, c'est une évidence, pour que il y ait une sorte d'égalité territoriale sur la façon dont on va aider les enfants à apprendre à maîtriser l'écrit, il faut qu'il y ait, je dirais, une forte implication des données scientifiques sur les processus dans la formation des enseignants, formation initiale des enseignants. Il faut qu'ils sachent effectivement, qu'ils soient au courant de ce que dit la recherche. Formation continue, puisque la recherche évolue à une vitesse relativement élevée. Donc merci pour cette présentation générale. Je crois que c'était très important de revenir finalement sur les fondations transversales après à l'ensemble de l'activité de lecture et d'enseignement de la lecture. Donc vous vous rappelez que cette conférence est votre conférence. Posez vos questions, n'hésitez pas, on va séquencer après les interventions de nos 2 experts pour pouvoir en fait revenir avec vos interrogations. Donc vous avez un petit module de chat qui est en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors Jean-Émile Gombert, vous nous disiez que finalement la première dimension c'était l'identification des mots,
quels sont les éléments qui sont apparus vraiment tout à fait importants sur ce qui a longtemps fait débat, mais qui apparemment ne fait plus aujourd'hui débat, justement. Oui, chacun le sait, ce qui a fait longtemps débat était est-ce qu'il est nécessaire pour l'apprentissage de la lecture d'apprendre explicitement aux élèves de traduire une séquence de lettres en une séquence de sons, pour être plus exact, une séquence de graphèmes, en une séquence de phonèmes. Il y a eu des débats qui étaient des débats légitimes, puisqu'en fait, ce qui était mis en alternative, c'était faire un apprentissage de la lecture en associant directement des mots écrits à leur signification, sans passer par le décodage. Il y a sur le sujet maintenant des milliers de recherches. Je pense, je n'exagère pas, il y a des milliers de recherches au niveau international. Il est maintenant totalement établi que l'enseignement explicite des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes est un incontournable de l'apprentissage de la lecture. Alors, apprendre à établir ces correspondances, je dirais, ça a deux exigences. Reconnaître les lettres. C'est pas très difficile de reconnaître des lettres. Hein, quand il y a un alphabet comme le nôtre, dans lequel il y a 26 lettres, être capable de reconnaître 26 objets, les enfants savent faire ça très tôt, ce n'est pas très, très difficile. En revanche, pour mettre en place la capacité de décodage, il faut être capable de faire correspondre ces lettres ou ces groupes de lettres à des sons du langage. Ce qu'on appelle des phonèmes. Petite nuance, hein, quand on parle d'un graphème et non pas d'une lettre, par exemple, CH en français, ça correspond à un seul phonème, ch. Donc CH c'est un graphème, c'est pour ça qu'on parle de graphème phonème et non pas de lettre son. Hein, c'est un petit peu plus, précis. C'est très difficile de reconnaître. Pour quelqu'un qui ne l'a jamais appris, d'analyser les mots oraux en phonèmes, en éléments constitutifs. Il y a quelque chose que je fais parfois dans certaines conférences. Je demande aux éditeurs d'écrire deux séquences de lettres, une qui correspond à la prononciation pst, et une autre qui correspond à la prononciation tst. Alors généralement, on me dit c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que dans la première séquence, elle s'écrit PST. La deuxième, elle s'écrit TSP. J'ai interverti le P et le T dans la prononciation. Vous ne l'avez pas repéré. Pourquoi ? Parce que c'est le type de séquence que vous n'avez jamais eu à analyser. Un lecteur débutant qui doit lire des mots qui existent, il n'a jamais eu besoin dans sa vie, jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'a jamais eu besoin d'analyser les mots oraux pour découper en petits morceaux dont certains sont quasiment imprononçables, ceux qui correspondent aux consonnes. Ça sert que pour la lecture. Et donc c'est une compétence qui va devoir installer pour apprendre à lire. Donc ce que nous montre la recherche, c'est pour apprendre à lire, il faut d'une part avoir compris le principe alphabétique. Comprendre le principe alphabétique, c'est comprendre que les lettres, ça marque des petits bouts des mots oraux qui ne correspondent pas à des unités de prononciation, qui sont plus petits que des unités de prononciation. Et ensuite, il va falloir qu'il soit capable d'identifier, d'isoler ces éléments
du segment oral. Là-dessus, Jean, tu as peut-être des choses à rajouter là-dessus? Oui, je veux bien compléter, notamment sur un point. Tout à l'heure, tu as parlé d'ingrédients nécessaires pour apprendre à lire. Je reprendrai ce terme en termes de connaissances précoces nécessaires à l'apprentissage de la lecture. Et je crois que c'est un point extrêmement important dans ce qu'on appelle l'apprentissage continu de la lecture. Ça a été souligné tout à l'heure par Nathalie Mons notamment. Et c'est un point important. Alors, en termes de connaissances précoces, l'idée est la suivante, c'est comment peut-on développer ces connaissances précoces dès l'école maternelle chez les enfants qui vont, on le sait, ensuite être confrontés à l'instruction formelle de la lecture-écriture. Et je crois que la recherche aussi, ici, a des choses à préciser dans le domaine. Jean-Émile Gombert, tout à l'heure, tu as fait référence à un certain nombre de travaux, un grand nombre de travaux, bien sûr, de la littérature scientifique. Et moi, je pensais travaux de la recherche fondamentale. Et il faut aussi souligner un certain nombre aussi d'études s'intéressent à une recherche peut-être plus appliquée. Et je voudrais, par exemple, juste à titre illustratif, montrer comment on peut s'intéresser à cette question et montrer comment la stimulation de ces connaissances précoces chez les enfants d'école maternelle peut être un élément favorisant, en tout cas, une entrée, comment dirais-je, favorable, positive dans la lecture. On a eu l'occasion, il y a 4-5 ans, avec notre équipe, de mettre en place un dispositif et de stimulation de ces apprentissages, avec notamment auprès de près de 4000 enfants d'école maternelle en France. Donc c'était un gros dispositif où, bien sûr, on travaille avec des partenaires, l'ADEP, la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale, avec Agir pour l'école également. Et on a pu mettre en place un dispositif qui permettait à la fois d'avoir un groupe qu'on a appelé expérimental, dans la mesure où les enfants, bien sûr, les enseignants étaient d'accord, et ils avaient un certain nombre de pratiques guidées qui leur permettaient de stimuler la connaissance des lettres, les habiletés phonologiques, c'est-à-dire la capacité à détecter, à manipuler les sons de parole. Alors on ne leur a pas proposé psst, c'était un peu compliqué, bien sûr. Et puis aussi des activités guidées sur la compréhension, parce qu'on sait aussi que la compréhension orale, c'est un bon prédicteur de la compréhension en lecture. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Et on a montré que le groupe expérimental qui avait bénéficié de séances guidées, guidées au sens où il y avait un guidage pour les enseignants, une périodicité qu'on leur demandait, comparé à un grand groupe contrôle, il y avait plus de 1500 enfants dans les deux groupes, on voit qu'à la fin de l'année, les enfants du groupe expérimental ont des performances supérieures, significativement supérieures en connaissance des lettres, sur les habiletés phonologiques, sur une procédure de décodage dont on sait qu'elle est importante, sur la compréhension. Et deuxième résultat très important, c'est que lorsqu'on regarde en termes de performance initiale des enfants, on voit que ceux les plus en difficulté en maternelle, c'est ceux qui ont un gain de performance dans le groupe expérimental le plus élevé, significativement le plus élevé. Donc voilà comment la recherche peut aussi participer dans le cadre de ce qu'on appelle, et je me réjouis que ça commence un peu à être divulgué, ou en tout cas défendu ici ou là, l'idée d'une éducation fondée sur des preuves, c'est-à-dire sur des preuves apportées par la recherche, qui à la fois s'inspire, recherche appliquée, mais qui s'inspire bien sûr des travaux de la recherche fondamentale, et qui engage des enseignants dans ce type de pratique. Donc ce n'est pas du bottom-up, au sens où il n'y a pas l'idée de dire faites comme ci, faites comme ça, mais il y a des enseignants qui sont partenaires d'un tel projet, avec bien sûr les autorités administratives qui avaient soutenu ce projet. Et ce type de recherche continue d'ailleurs à être développé dans différentes académies à l'heure actuelle.
Alors peut-être pour enchaîner sur cette dimension identification des mots, ce dont on a parlé jusqu'alors, c'est véritablement la dimension presque mécanique de mise en correspondance des graphèmes et des phonèmes, qui permet en quelque sorte de décrypter des mots. Bien entendu, l'objectif est que le plus rapidement possible, l'élève soit autonome dans sa lecture. Et là, il y a une interrogation parfois, notamment qui concerne les élèves en difficulté, une interrogation sur quel est le rythme dans lequel on doit introduire en cours préparatoire ces correspondances entre graphèmes et phonèmes. On peut avoir souvent, le sentiment que pour des élèves en difficulté, il va falloir aller plus lentement, puisque c'est difficile à acquérir. Là, les résultats de la recherche suggèrent au contraire, et là ce sont des évaluations qui ont été menées dans les classes, qu'il faut assez rapidement mettre en place chez les enfants un nombre suffisant, une connaissance, une maîtrise d'un nombre suffisant de lettres pour qu'ils puissent devenir autonomes. Nombre suffisant, c'est quoi? C'est, je dirais, en début de CP, entre le début du CP et la Toussaint, 12 ou 15 correspondances graphème-phonème. Donner les moyens à l'enfant d'avoir une certaine autonomie dans la reconnaissance d'un certain nombre de mots. Et dans ces correspondances graphème-phonème, il faut bien entendu installer très tôt la reconnaissance des voyelles. On sait aussi, et là Jean a des études sur le sujet, l'importance de la syllabe dans l'apprentissage. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que la syllabe, c'est l'unité de prononciation. Et pour que l'on maîtrise de façon correcte des phonèmes qui correspondent à des consonnes, il faut en même temps maîtriser des voyelles pour que tout simplement on soit sur une unité qui est une unité prononçable. Sur les syllabes, tu as peut-être quelques données aussi, non? Oui, on peut dire depuis maintenant une vingtaine d'années, un peu plus peut-être, il est un amoncellement de travaux expérimentaux en multipliant les paradigmes montre maintenant clairement que la syllabe, d'une part, c'est une unité phonologique disponible très tôt chez les jeunes enfants, dès 4 ans, des travaux comparatifs avec, par exemple, des jeunes Anglais montrent que les jeunes Français détectent la syllabe dans les mots bien plus précocement que les jeunes petits Anglais ou Écossais. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est très clair, c'est la syllabe est une unité de reconnaissance de mots écrits qui est disponible dès que l'enfant est lecteur, dès la fin du CP, hein, dès qu'il est lecteur. Et c'est un élément peut-être sur lequel on reviendra tout à l'heure. Je voudrais juste compléter mon propos tout à l'heure sur l'étude que j'ai rapportée. Des travaux en langue anglaise avaient déjà été menés. Ce que l'on a fait va exactement dans le même sens. Hein, des travaux de l'équipe de Grenoble autour de Pascal Bressou et de Maryse Bianco avaient déjà montré ce genre de stimulation dès la maternelle. On l'a répliqué à une plus grande échelle, mais ça va dans le même sens. Et c'est cet ensemble de travaux qui doit maintenant aussi alimenter, j'allais dire, les pratiques, alimenter la réflexion, alimenter des pratiques et peut-être orienter des politiques éducatives. Alors, autre élément important à prendre en compte sur cette dimension identification des mots écrits. Je fais une précision. Hein, tout à l'heure, je l'ai déjà dit, mais on va le redire tout à l'heure. Dans l'enseignement, il est important de mener en parallèle le travail sur la reconnaissance de mots, sur le décodage, le travail sur la compréhension, le travail sur la maîtrise des types de textes, etc. Donc, dans l'exposé que nous sommes en train de faire, il y a une séquence qui correspond, il y a une nécessité de dire les choses les unes après les autres. Ça n'implique pas
qu'une chose soit plus importante qu'une autre, ou que cette séquence d'exposition doit être une séquence d'enseignement. Je préfère le préciser dès maintenant. Les recherches sur l'enseignement de cette dimension identification des mots montrent qu'il y a un véritable bénéfice à travailler en parallèle la lecture et l'écriture. Lorsque l'on a à écrire des mots, il y a une vraie obligation, je dirais, d'analyse segmentale du mot. Il va falloir, j'écris les lettres les unes après les autres. Dans l'écriture, il y a cette obligation d'analyse du mot écrit et en parallèle d'analyse du mot oral que je suis en train de transcrire. C'est sans doute ce qui explique ce bénéfice qu'il y a de toujours travailler en parallèle lecture et écriture. Je pense que c'est un point, en termes, je dirais, d'efficacité pédagogique, c'est un point qui est important. Autre chose qui a parfois été discutée, qui concerne la lecture à voix haute. Il y a eu une période où d'aucuns pouvaient prétendre que la vraie lecture, c'était la lecture silencieuse. Ça allait avec, d'ailleurs, cette idée qu'il fallait associer directement le mot écrit à sa signification sans passer par le langage oral. On considérait en quelque sorte l'écrit comme une autre langue, comme une deuxième langue. Non, les résultats, l'ensemble des résultats de la recherche montrent très clairement que l'écrit est la transcription d'un oral. Et le travail, je dirais, la lecture à voix haute par l'enseignant, lecture à voix haute par les élèves, c'est quelque chose c'est, je dirais, une activité qui favorise la maîtrise de l'écrit. C'est quelque chose, bien sûr, il ne s'agit pas de faire que de la lecture à voix haute, mais la lecture à voix haute est quelque chose et un exercice qui doit être pratiqué. Alors, quand même, une petite nuance sur ce sujet. On sera amené tout à l'heure à parler des élèves en difficulté, les élèves, notamment les élèves qui présentent des troubles de type dyslexique. Il y a des élèves qui, du fait de leur difficulté de lecture, ont beaucoup de mal à lire correctement à voix haute. Et pour cela, il faut éviter de les faire lire à voix haute devant un grand groupe. C'est une situation très humiliante, en quelque sorte, d'être en spectacle devant les autres élèves en étant très mauvais lecteurs. Pour les élèves en grande difficulté, la lecture en voix haute est quelque chose qui est très profitable, mais qui doit être réservé à des situations dans lesquelles l'élève n'est pas mis en spectacle. Alors, dernier élément qui me semble important, là, on a beaucoup mis l'accent sur ce qui se passait en CP, un petit peu comme si tout allait être réglé en cours préparatoire. Ce n'est malheureusement pas vrai pour tous les élèves. Beaucoup d'élèves en CE1, en CE2, voire à la fin de l'école primaire, voire au collège, ont encore des grandes difficultés dans la maîtrise de ces mécanismes de transformation des mots écrits en mots oraux, dans ces mécanismes d'identification des mots écrits. Et pour ces élèves, il va falloir continuer le temps nécessaire, le travail sur cette dimension. Il y a des élèves qui, du fait d'habiletés moindres, d'habiletés de lecture, ça n'a rien à voir avec leur activité, leur habileté intellectuelle par ailleurs, leurs habiletés intellectuelles par ailleurs, vont avoir besoin de plusieurs années pour mettre en place ce que d'autres mettent en place, peut-être en 3-4 mois. Jean, peut-être Oui, sur la stimulation, l'automatisation des processus d'identification de mots écrits, bien sûr, hein, tout n'est pas terminé dès la fin du CP. Les enseignants qui nous suivent
le savent bien sûr. Aussi, dans ce domaine, on s'est intéressé à cette question, parmi d'autres équipes, hein, j'imagine, mais je voudrais rapporter notre expérience ici. Justement, on s'est focalisé sur le traitement graphosyllabique, sur le traitement des syllabes, et on a utilisé un logiciel. Et l'idée, ça a été de mettre les enfants qui avaient des difficultés hein, en lecture, qu'on a appelé des faibles lecteurs, des faibles identifieurs. Et l'idée, c'était de les solliciter tous les jours par ce traitement graphosyllabique et d'examiner ensuite l'impact de ce type de stimulation, de ce type d'entraînement à l'issue d'une session qui durait, dans le cadre de nos expérimentations, entre 5-6 semaines. Et ce que l'on montre aussi, avec bien sûr hein, cette recherche avec un groupe expérimental et groupe contrôle, eh bien que le groupe qui avait bénéficié de l'entraînement graphosyllabique, voyez ces performances en identification de mots qui augmentaient et qui étaient stimulées de façon efficace et significative par rapport au groupe contrôle qui n'avait pas eu de stimulation particulière ou une stimulation qui ne portait pas sur le traitement graphosyllabique. Il nous semble que c'est une piste à l'heure actuelle tout à fait intéressante à envisager auprès notamment des enfants qui éprouvent des difficultés à l'issue par exemple du cycle 2 ou en fin de CP, pour leur proposer d'ores et déjà des stimulations et des séances d'entraînement autonomisées hein, puisqu'ils ont un logiciel et qu'ils travaillent sur des séances comme ça qui sont préparées pour eux. Donc merci déjà pour, je pense, des premiers résultats de recherche et recommandations hein, qui permettent d'ailleurs de déconstruire hein, un certain nombre d'idées. Je me souviens que lors de la préparation de la conférence, on s'est dit, est-ce que ça ne concerne que le primaire? Donc là, je crois que de façon claire et nette, hein, vous nous dites que non, ça enjambe évidemment la transition primaire hein, et collège, et il faut aussi hein, s'en préoccuper au collège. Alors, vous êtes très nombreux à être branchés avec nous, à être présents dans cette conférence. Alors, revers de la médaille, il y a certains blocages, notamment dans les questions. Mais nous avons quand même le plaisir hein, de pouvoir écouter hein, nos deux experts, mais ce sera malheureusement un peu moins interactif, enfin en tout cas pour l'instant, que ce que nous avions prévu. Alors peut-être, certaines questions nous sont quand même arrivées. Alors peut-être un peu générales. Vous avez parlé, je pense que c'est important de distinguer l'enseignement explicite, hein, voilà, d'acquisitions qui le sont moins. Alors il y a une question assez générale, hein, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux du fait hein, des contacts que vous avez souvent avec les praticiens? Y a-t-il compréhension des enjeux de l'enseignement explicite de la lecture? Donc c'est assez large. Et puis en vous écoutant également, on voit que toute une série hein, de recherches sont menées. Vous parlez aussi hein, de prolonger cet accompagnement au collège. Est-ce que finalement on est dans des cadres aujourd'hui scolaires propices hein, à l'accompagnement hein, continu, à cet apprentissage continu de la lecture? Voilà, donc deux questions vraiment très différentes. Je vais peut-être commencer par la seconde question. D'abord en disant qu'il ne m'appartient pas de donner un jugement sur la pertinence du dispositif scolaire. Je ne vais pas porter un jugement sur le dispositif. Je vais le prendre dans l'autre sens. Il y a le constat de départ. Le constat de départ, c'est les évaluations internationales à 9 ans et à 15 ans qui montrent qu'il y a un taux de plus en plus important d'élèves en très grande difficulté. Il y a aussi cette évaluation qui est faite dans la journée défense et citoyenneté, donc pour les jeunes gens et jeunes filles de 17-18 ans, qui montre un peu moins de 10% d'élèves, de jeunes en réelle difficulté, dont presque 5% de difficultés extrêmement profondes. Je sais pas, quasi illettrés. J'exagère peut-être, mais à peine. On a ce constat-là.
quand on a ce constat-là, qu'est-ce que l'on fait? On se dit, il est indispensable de penser des dispositifs qui soient spécialisés pour prendre en charge ces élèves. Il ne s'agit pas de les exclure du cursus général. Il s'agit de prévoir des professionnels formés de façon spécifique pour pouvoir les aider et pour pouvoir leur permettre de maîtriser l'instrument qui est l'instrument incontournable pour les autres apprentissages scolaires. Et c'est vrai que les données dont on dispose nous montrent qu'il y a des progrès à faire. Alors, il y a maintenant un dispositif qui se met en place, le plus de maîtres que de classes. Il y a peut-être là une voie qui peut être intéressante pour à certains endroits où ce taux d'élèves est particulièrement important. Oui, peut-être qu'on est sur un thème tout à l'heure, en tout cas qui était apparu, sur l'idée de diversité, hein, pour aborder ou pour proposer un enseignement adapté à la diversité des élèves. Je pense à une double diversité. D'abord à la première, puisqu'on parle de lecture, à la variété des difficultés en lecture que peuvent avoir les enfants et les adolescents, les élèves. Et puis, il y a une deuxième, en tout cas, on commence à travailler avec des pôles allophones, c'est-à-dire avec des enfants primo-arrivants. Et vous le savez par les médias, mais il y a des académies qui sont confrontées à un afflux massif d'enfants qui ont été déscolarisés sur une période plus ou moins importante, qu'on a déscolarisés dans leur langue d'origine, déjà, donc il y a un problème de scolarisation, etc. Et puis, bien sûr, ils arrivent en France et ils sont scolarisés, et puis il faut leur proposer l'apprentissage de la langue française, orale et écrite. Donc la diversité, elle est vraiment extrêmement importante. Je voudrais, donc, pour répondre à ce défi, hein, à cet enjeu et à cet enjeu politique et à ce défi pédagogique, il y a l'idée de personnel formé, tu l'as dit Jean-Émile, et bien sûr l'idée de plus de maîtres que de classes, c'est vraiment un dispositif vers lequel il sera intéressant encore plus et de s'appuyer en quelque sorte, et dans les zones où il y a nécessité, à mon sens. Et puis les outils. Se pose aussi la question des outils. Et là encore, il existe un certain nombre d'outils, et je pense que les outils numériques, c'est certainement une opportunité sur laquelle il y a des travaux que nous avons déjà engagés, mais qu'il y a aussi bien sûr d'autres travaux à engager sur cette question-là. Des outils qui soient adaptés à la fois à la difficulté spécifique de l'élève, et qui soient aussi adaptés aux processus qui sont déficitaires dans tel ou tel domaine qui concerne la langue écrite. Voilà, juste, je pourrais en dire plus tout à l'heure si vous le souhaitez sur cette question. Juste rapidement quand même sur la première question sur l'enseignement explicite. Je crois que le point sur lequel il faut insister, c'est la complémentarité entre l'enseignement explicite et les apprentissages implicites, ceux qui se développent par la répétition de l'activité, par la répétition de l'attention portée sur l'écrit. La tendance qu'il peut y avoir, c'est en quelque sorte de choisir l'un ou l'autre. Lorsqu'on opposait le B.A.B.A., on citait souvent la méthode Bochet comme étant le prototype de cette approche, à une approche fondée sur
les textes, on allait directement, sans travailler de façon explicite sur les correspondances, travailler sur des textes dans lesquels il fallait plus ou moins deviner en quelque sorte quels étaient les mots qui composaient ces textes, en se fondant sur une compréhension globale du texte. On invitait en quelque sorte les enseignants à choisir leur camp. Soit le camp de l'apprentissage explicite, par enseignement, par instruction, si on prend des termes un petit peu anciens, soit ce qu'on désignait souvent comme le camp de l'intelligence. On n'allait pas s'embêter avec des mécanismes imbéciles et on convoquait l'intelligence de l'élève pour qu'il répète une activité et que de ce fait il acquiert des compétences sans avoir à les disséquer. En quelque sorte, choisir le camp de l'explicite, choisir le camp de l'implicite. Non, il ne faut pas choisir son camp. Les deux sont nécessaires. L'apprentissage explicite est nécessaire pour installer un certain nombre de stratégies. Alors, sur l'identification des mots, ça va être beaucoup les correspondances graphème-phonème. Sur la compréhension, ça va être des stratégies d'analyse des textes à comprendre. Stratégie, ce qui suppose qu'effectivement on a des choses qui nous ont été enseignées et que l'on applique. Et dans le même temps, il va falloir que les automatismes s'installent. Et les automatismes, pour s'installer, nécessitent que l'activité doit être répétée. Et l'activité, c'est cette activité qui porte du camp de l'intelligence. Ces activités où on appréhende l'écrit avec des objectifs dans cette utilisation de l'écrit, des objectifs qui sont du côté de la compréhension, du côté du sens, du côté de la signification, du côté de la culture. Donc c'est bien de montrer finalement qu'il n'y a pas plusieurs camps dans l'enseignement et les apprentissages, mais qu'en regardant finalement les recherches, on se rend compte que faire parvenir à des mécanismes, mémoriser, disséquer, etc., ne s'oppose pas au sens. Alors justement, c'est le second axe de ces recommandations, c'est justement de développer la compréhension. Et vous avez bien montré qu'il n'y a pas d'opposition entre l'identification des mots et la nécessité de développer la compréhension. Non, dans la compréhension, là, on est sur un champ. Définir la compréhension, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement difficile à faire. Comprendre le langage écrit, c'est très multidimensionnel. Il y a un élément qui est un élément totalement essentiel, c'est la maîtrise du vocabulaire. Maîtrise du vocabulaire déjà à l'oral. Si je rencontre à l'écrit des mots que je ne connais même pas à l'oral, même si je suis capable de décoder ce mot, je ne comprendrai pas les textes qui sont composés avec ces mots. Là, il y a un facteur d'inégalité totalement important. Les écarts entre à l'entrée au CP, si on regarde les écarts de maîtrise de vocabulaire entre les enfants qui ont le vocabulaire le plus restreint et ceux qui ont le vocabulaire le plus large, c'est un écart de plus de 1000 mots. Il y a des élèves qui connaissent 1000 mots de plus que les autres à l'oral, à l'entrée du CP. On peut supposer, pas seulement supposer, il est montré, que ceux qui ont un vocabulaire plus restreint sont ceux qui vont avoir le plus de difficultés dans l'apprentissage de la lecture, pour une raison, je dirais, qui n'est pas une raison dont la scientificité est folle. Tout simplement, ils ne comprennent pas
les textes auxquels ils sont confrontés. C'est une expérience que j'ai fait faire il y a une dizaine d'années. C'était dans le département de la Mayenne. J'ai fait faire par une étudiante. Elle a pris 3 méthodes de lecture qui étaient les manuels de lecture de CP qui étaient les plus utilisés à l'époque, et elle a relevé les mots pleins, pas les articles, pas les mots grammaticaux, hein, les mots porteurs d'une signification autonome qui apparaissaient les plus fréquemment dans ces méthodes. Et ensuite, elle a vu des élèves un par un, et elle leur a dit, bon, je vais faire un jeu, je vais te dire des mots à l'oral, et puis tu vas me dire si ce mot existe ou s'il n'existe pas. On n'est pas de définir ce qu'on appelle, nous, la décision lexicale. Est-ce que ce mot existe, est-ce que ce mot n'existe pas? Et effectivement, à ces mots qu'elle avait relevés dans les manuels, elle avait mélangé des mots qu'elle avait inventés, qui n'existent pas. Et il y a une petite proportion d'élèves qui rejettent plus de la moitié des mots existants. Non, ça n'existe pas. Ce sont les mots qui sont dans leur livre de lecture. Ces élèves-là, ils ne comprennent pas quand on leur demande de lire. C'est dramatique au début. C'est dramatique aussi par la suite. Pourquoi? Parce que c'est normal pour un lecteur d'avoir quelques mots que l'on ne comprend pas dans un texte. Et justement, la lecture va nous permettre d'acquérir la signification de ces mots qui apparaissent et que je ne connaissais pas encore. On sait que la lecture, à partir du CP, est le vecteur principal du développement du vocabulaire de l'enfant. Mais il y a certains enfants qui, au départ, ont un vocabulaire tellement pauvre qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le processus. C'est ce qu'on appelle, dans notre littérature scientifique, l'effet Matthieu, en référence à une parabole de Saint Matthieu où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Il y a là une priorité absolue développement du vocabulaire, et là c'est tout au long de la scolarité, bien sûr, mais en particulier à l'école maternelle. Ça doit être un objectif principal de l'école maternelle. Oui, alors tu as bien fait, Jean-Émile, de souligner le poids extrêmement important du vocabulaire en compréhension. Je voudrais juste, lorsqu'on parle de la compréhension, ça a été dit aussi tout à l'heure, compréhension de texte narratif, de texte documentaire, la compréhension de documents numériques, c'est encore autre chose, peut-être qu'on y reviendra. Simplement les textes narratifs, les premiers textes en général qui sont proposés aux jeunes enfants lorsqu'ils apprennent à lire. Il y a, au-delà du vocabulaire, et encore une fois, c'était à juste titre qu'il fallait en souligner l'importance, des processus, on peut en distinguer deux. Les processus littéral, c'est être capable, alors, les processus littéral et inférentiel, donc littéral sans S. Sinon, j'aurais dit littéraux, bien sûr. Et donc, le processus littéral, si vous voulez, c'est être capable d'extraire des informations qui sont explicites, directement disponibles dans le texte. Ça, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. En revanche, ce qu'on appelle les processus inférentiels, c'est-à-dire faire du traitement implicite, extraire des informations qui ne sont pas directement disponibles dans le texte. Par exemple, établir des liens entre un pronom et le nom, ce qu'on appelle traitement anaphorique. Alors ça, c'est un peu plus difficile. Bref, faire des inférences de cohérence, établir des liens entre des informations du texte. Et puis, il y a aussi faire des inférences entre les informations du texte et puis des informations qui ne sont pas dans le texte, mais que le lecteur a ou n'a pas. Et là aussi, la littérature a mis en évidence notamment le fait que ces processus inférentiels, dès 7-8 ans, sont essentiels à une bonne compréhension d'un texte narratif, d'un court texte narratif. Et que l'enseignement et la stimulation de ces processus est extrêmement important pour une bonne compréhension
dès le départ, j'allais dire, que ça soit à l'oral d'ailleurs ou que ça soit à l'écrit, lorsque l'enfant est confronté à un texte écrit. Je parle des textes narratifs, bien sûr, on pourra parler. Si on pense aux textes documentaires, alors on va plutôt penser en termes de stratégie. Stratégique, aller récupérer une information dans un texte, aller sélectionner des informations en fonction des buts que le lecteur peut avoir. Donc ça, c'est un autre aspect de la compréhension. Mais on voit bien la composante, en quelque sorte, multifactorielle de la compréhension qui constitue un enjeu particulièrement délicat, enfin un défi pédagogique à enseigner la compréhension dans toutes ses dimensions. Et quand on parle d'enseignement de la compréhension, je pense que là très clairement, il s'agit d'enseignement explicite de la compréhension. Lorsque l'élève, l'enfant à l'école maternelle traite le langage à l'oral, en fait, il comprend sans se poser de questions. Il comprend à partir de ce qu'il entend, à partir de ce qu'il voit, à partir de la connaissance qu'il a de la personne qui lui parle, en fonction de l'expérience qu'ils ont en commun. Ça, je dirais, c'est la compréhension, je dirais, dans le quotidien. Il y a une caractéristique du langage écrit, c'est que il doit pouvoir s'appréhender dans des circonstances très décontextualisées. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas, et c'est notamment le cas pour le matériel écrit scolaire, où l'essentiel de l'information qui est à maîtriser est dans le contenu linguistique du texte. Et ça, je ne sais pas le faire spontanément à partir de mon développement du langage oral. Il va falloir que j'apprenne à traiter l'ensemble du matériel écrit, à réfléchir l'écrit pour accéder à tout son contenu explicite, et également, tu parlais des afférences, à tout ce à quoi il renvoie au niveau implicite. On a des collègues, notamment donc Maryse Bianco, parce qu'on travaille avec elle à Agronome, mais il y en a bien d'autres au niveau international, qui travaillent véritablement de façon très documentée sur cet enseignement explicite de la compréhension, et qui montrent que cet enseignement explicite de la compréhension, lui aussi, commence très tôt. À l'école maternelle, on peut travailler de façon explicite sur de la compréhension orale. On peut lire un texte aux enfants et on peut interroger les enfants sur la signification du texte. On peut inviter les enfants à expliciter la signification de tel ou tel mot. On peut inviter les enfants à mettre en lien différents mots dans ce texte qui a été dit. Donc, je dirais, les racines, en quelque sorte, de ce travail explicite, commencent extrêmement tôt. Mais on est sur sur des processus dont la complexité va croître avec la complexité des textes auxquels on est confronté. Sur la dimension syntaxique, on peut arriver à des mises en lien dont la maîtrise demande véritablement une réflexion approfondie de la part des élèves. D'où cette nécessité vraiment d'un travail qui s'amorce très tôt à l'oral et qui se continue d'année en année. Et là, effectivement, le travail n'est pas terminé quand on arrive au cycle 4. Juste pour compléter sur la compréhension, il y a évidemment donc l'enseignement explicite. Je crois aussi là, à l'utilisation d'outils numériques qui viennent là être un élément supplémentaire, un outil supplémentaire mis à disposition des enseignants. Et il en existe déjà un certain nombre, on peut le voir chez différents éditeurs. On a eu, nous, l'occasion d'en développer également un, et qui
a montré clairement dans le cadre de nos recherches qu'on peut stimuler les processus notamment et littéral et inférentiel chez les enfants faibles lecteurs, que ce soit des enfants on l'a fait avec des enfants de CP, fin de CP, pardon, CE1, CE2, on l'a même fait en SECPA, chez les adolescents et de SECPA. Puis je voudrais signaler aussi, parmi les outils, un outil développé notamment par Christophe Quérault à Rennes 2, avec l'équipe de Christophe Quérault, qui s'appelle Tacite, qui est un outil qui est de plus en plus utilisé dans les collèges pour le traitement des inférences, notamment, et qui est mis à disposition auprès des enseignants et des collèges. Excellent outil, donc je me fais un plaisir d'en parler. On va revenir, vous avez tout à fait raison, sur apprendre à lire à l'heure du numérique. Je crois que ça a été, Jean-Émile, vraiment une discussion qui a pénétré l'organisation de cette conférence, puisqu'on voit que certainement une partie des cartes se rebattent, ou en tout cas de nouveaux outils arrivent. Alors, vos questions commencent à nous arriver de nouveau aussi. Le contact a été rétabli. Alors, des questions là très précises de praticiens qui vous sont adressées, que je vais peut-être après étendre. Alors, pour les textes courts utilisés pour le déchiffrage en début de CP, faut-il que l'enseignant crée ses propres textes, qu'il utilise un manuel syllabique ou qu'il utilise des extraits de manuels de lecture? Et je compléterai peut-être par rapport à la compréhension de l'écrit, mais peut-être que ça devance ce que vous allez nous dire après sur l'entrée en littérature, puisque vous soulignez une vigilance quant au support. Est-ce qu'il y a aussi une adaptation des supports dans l'activité finalement de compréhension de l'écrit? Voilà. Bon, c'est très pratique. Non, mais c'est très pratique. Mais c'est l'objectif des conférences. Bon, il se trouve que j'ai été impliqué dans la réalisation de manuels et donc c'est des réflexions que j'ai déjà rencontrées. Je voudrais d'abord dire que avant le support, ce qui est essentiel, c'est ce que l'enseignant va en faire. On peut sans doute faire des choses excellentes avec des supports très différents les uns des autres. On peut aussi sans doute, j'espère plus rarement, être relativement inefficace avec un très bon support. Je pense que c'est... ce qui est essentiel dans le choix du support, que l'on construise ce support ou que l'on utilise quelque chose qui est disponible en quelque sorte, c'est d'être clairvoyant sur le but de l'activité. Qu'est-ce que je veux en faire? J'ai participé à j'ai dirigé deux manuels de lecture. Pour ce qui concerne la question sur les tout débuts d'apprentissage, dans le premier, nous avons construit nous-mêmes les textes supports. C'était pour vraiment les débuts en quelque sorte de l'apprentissage, en essayant effectivement d'avoir des textes quand même qui pouvaient être intéressants. Dans le second, on a utilisé des textes existants dans la littérature enfantine en essayant de choisir des textes sur lesquels on allait avoir le matériel qui nous intéressait. Je ne pense pas que l'un soit supérieur à l'autre. C'est vrai qu'avec la réflexion, je suis assez sensible au fait qu'il y a des vrais professionnels de l'écriture, je dirais, de textes qui sont susceptibles de plaire aux lecteurs, et que, je dirais, les auteurs de littérature, qu'elles soient de jeunesse ou qu'elles soient de la grande littérature, ont une expertise que n'a peut-être pas celui qui a moins de, en quelque sorte, qui est moins prédisposé à produire ce type de texte. Donc, je ne choisis pas, je dirais l'un et l'autre sont possibles.
Ce qui est important, c'est que le texte soit bien adapté à l'activité. Si je veux faire acquérir un certain nombre de correspondances entre des graphèmes et des phonèmes, il faut qu'ils soient présents de façon importante dans les supports que je vais utiliser. Si je veux développer du vocabulaire, il faut qu'il soit présent. On n'a pas encore parlé de morphologie aussi. La morphologie, c'est toute, je dirais, cette construction sémantique des mots. Hein, celui qui transforme les chats en chatons et qui les met éventuellement au pluriel en rajoutant un S. C'est important cette dimension morphologique parce que c'est ce qui, en français, c'est ce qui rend l'orthographe difficile. Alors si je veux avoir une activité qui focalise cette dimension, notamment parce que j'ai des soucis d'installation d'une mode d'orthographe, il va falloir que mes textes le permettent. Autre question, vous avez insisté sur l'enseignement du vocabulaire. Alors, différentes expérimentations ont été développées finalement sur les petites classes. Donc là, une question qui est élargie. Comment enseigner le vocabulaire de façon efficace en collège, puisqu'on a bien compris que voilà, ça se développe dans le temps. Est-ce que des recommandations particulières sur ces classes-là, finalement? Je comprends la question parce que les chercheurs n'ont pas, à mon sens, beaucoup de données à fournir à l'heure actuelle sur ce domaine. Dans notre propre équipe, avec Annie Magnan, on commence à s'y intéresser parce que c'est une vraie question récurrente qui revient. Je vois trois axes, mais je ne vais rien dire d'original. Le premier axe, c'est la définition, travailler sur la définition des mots, c'est travailler sur tout ce qui concerne les synonymes par rapport à un mot, et puis tout ce qui concerne, par exemple, ce qu'on appelle les catégorisations, enfin les catégories de mots, dans quelle catégorie on peut mettre un mot. Ça, ce sont, je lance des grandes pistes, mais on voit bien l'enjeu à la fois absolument délicat, parce que un bon lecteur, c'est combien? C'est 40 000 mots, à peu près, 40 000, 50 000 mots. Comment développer un tel vocabulaire chez des adolescents, par exemple, puisque c'est la question. Ça me paraît vraiment délicat. En revanche, ce que l'on peut peut-être dire, c'est que lorsqu'un texte ou une série de textes est proposé, peut-être que avant d'aborder spécifiquement le texte, c'est de commencer à défricher le texte à partir des mots qui posent problème, à partir du vocabulaire justement qui pose problème à la classe ou au groupe d'élèves qui est concerné par le texte. Peut-être que ça serait la première chose à faire, voilà, plutôt que de faire un entraînement comme ça ex nihilo du vocabulaire. J'aurais peut-être rajouté quelque chose dans les tâches que tu proposes, je suis entièrement d'accord. Il y a celle dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas utilisée, la décision lexicale qu'on utilise nous expérimentalement, mais qui peut être utilisée pédagogiquement. Est-ce que ce mot existe ou n'existe pas dans la langue? C'est en amont même d'être capable de le définir, nous-mêmes dans notre vocabulaire, ou dans le vocabulaire que l'on rencontre, dans les phrases que l'on entend ou qu'on lit et que l'on comprend. Il y a parfois des mots que l'on rencontre pour la première fois. Mais bon, ce sont des mots, on n'est pas bien capable de le définir, mais on sait qu'il existe. Et comme on a l'ensemble de la phrase, on comprend dans le contexte. Ça, c'est la tâche, je dirais, la plus élémentaire. Hein. On joue, on met des mots, on invente des mots, il y en a qui sont vrais, il y en a qui ne sont pas vrais. C'est des choses, je dirais, en plus avec cette dimension un petit peu ludique qui peut appétiser les élèves. Autre chose, l'acquisition du vocabulaire ne se fait pas uniquement parce qu'on nous a expliqué des mots. Pour acquérir un vocabulaire, il faut l'utiliser. C'est à travers l'utilisation du vocabulaire que j'apprends à le maîtriser.
Et donc ça, c'est un point qui est important. Il faut essayer d'imaginer des dispositifs pédagogiques, même au collège, dans lesquels on va être amené à utiliser un certain nombre de mots, qui sont des mots nouveaux, mais qu'on a apportés à la classe. Il va falloir les faire utiliser, les faire intégrer dans des contextes, dans des phrases, etc. Et dernier point, peut-être, ça rejoint aussi peut-être quelque chose qu'on abordera plus tard si on a le temps, il y a aussi le vocabulaire spécialisé dans les différentes disciplines. Il y a des vocabulaires spécifiques. Et ça nécessite effectivement une implication de chaque enseignant par rapport à sa propre discipline sur l'acquisition du vocabulaire de la discipline. Et là, j'insiste sur ce que disaient Jean. Ce vocabulaire, il doit être travaillé, isolé, rappelé avant l'abord ou le nouvel abord des textes qui les contiennent, pour ne pas avoir à la fois en fait que cette double charge. Je dois comprendre des mots spécifiques et en même temps je dois comprendre le texte. Non. On a, ça je dirais, c'est une constante pour tous les apprentissages. On a un espace attentionnel qui est limité. Si je me casse la nénette parce qu'il y a 3 mots qui me gênent, je ne vais pas en même temps pouvoir consacrer mon effort de réflexion sur la compréhension du texte. Donc, je dirais les enjeux, on est sur des choses emboîtées. Si les briques qui sont constitutives des textes ne sont pas maîtrisées, on ne va pas comprendre l'ensemble de l'édifice. Troisième axe des recommandations, alors préparer l'entrée en littérature, après identifier les mots, développer la compréhension. Alors quels étaient les grands axes des recommandations sur ce point-là? Donc dans les EPER, on avait vraiment des didacticiens de la littérature qui sont intervenus. C'est une dimension qui aussi, je préfère pour une troisième fois à ce que j'ai sur les individus lettrés, c'est un vrai objectif dans le développement de l'écrit. C'est l'écrit pour quoi faire? On a parlé de l'écrit pour les apprentissages scolaires, il y a aussi l'écrit pour acquérir ce patrimoine de culture qui est porté par la littérature. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord peut-être la nécessité de ne pas cliver les écrits entre ce qui est de la littérature, grande littérature respectable, et ce qui serait sur de la petite littérature méprisable. Les élèves arrivent avec une pratique de lecture. Je ne sais pas si je dois dire de textes et d'écrits en général, qui pour eux sont des écrits qu'ils ont utilisés ou qu'ils utilisent à des fins de plaisir, à des fins de divertissement. Bon, il y a de la BD, il y a du manga, il y a du pérantype, mais qui sont des pratiques, je dirais, plaisir de la lecture, et qui ne sont pas de la grande littérature. Je pense qu'il y a nécessité de respecter déjà, et peut-être aussi d'intégrer la réflexion, quand on est sur la réflexion sur cette dimension apport de la culture, apport culturel par l'écrit, il faut s'intéresser à ces dimensions qui sont apportées par les élèves, et sur lesquelles d'ailleurs parfois l'élève peut en apprendre à l'enseignant, ce qui peut aussi être quelque chose d'intéressant. Ça ne disqualifie pas je dirais la mission patrimoniale de l'école. On a un patrimoine qui est important pour notre esprit critique, qui est important pour notre sens citoyen, qui est
important pour notre acculturation dans un contexte qui est notre contexte républicain national, etc. Et ces textes-là, bien entendu, ont toute leur place. Il y a des techniques qui sont des techniques d'enseignement littéraire. Et je dirais, sur ces techniques, les professeurs de français sont généralement très outillés. Ce qui les désarme n'est pas l'utilisation de ces techniques avec les élèves qui crochent, c'est tous ces élèves qui ne semblent pas avoir envie, en quelque sorte, tous les outils pour y avoir accès. Alors, dans cette entrée en littérature, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus général, qui est ce travail différentiel en fonction des types de textes. Un roman, un poème, un texte documentaire, tout ça, c'est être capable d'appréhender des textes différents avec des objectifs de lecture différents, ça fait partie aussi des outils dont l'élève dont l'installation doit être assistée chez l'élève. Et enfin, dernier élément, la littérature, la culture littéraire s'installe sans doute pas chez l'élève avec avec du cours magistral. C'est véritablement dans l'échange, dans l'interaction, dans l'écoute des uns et des autres que ce travail peut être un travail productif. Juste pour compléter, puis je voudrais mettre en lien l'entrée en littérature et compréhension de texte. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure et je voudrais revenir sur le fait que lorsque, et je pense au collège notamment, je ne suis pas spécialiste de cette tranche d'âge et de l'entrée en littérature, mais j'ai un peu réfléchi. Il y a le problème du vocabulaire, bien sûr. Proposer un texte extrait d'un roman à des jeunes adolescents, c'est d'abord, allez, on va déblayer les questions de vocabulaire qui posent problème. Le deuxième point, on n'y pense pas assez, c'est la syntaxe. On le sait, au cours des siècles, la syntaxe du français écrit change. Regardez, par exemple, j'étais confronté l'autre jour par hasard au poème La Ballade des pendus de Villon, on voit que sur le plan syntaxique, c'est pas évident. Bien, donc la syntaxe évolue et il faut prendre le temps d'examiner la syntaxe et ce qu'elle comporte derrière et comment on peut à la fois la manipuler puis rentrer dans le texte avec notre syntaxe à nous, puis après garder la syntaxe évidemment initiale de l'auteur. Le troisième point, c'est le contexte. Dans quel contexte le texte a-t-il été écrit? Je veux dire, le contexte à la fois de l'auteur, dans un roman, mais aussi dans, expression du sentiment amoureux, milieu du 19e, eh bien, on va essayer de s'intéresser à l'art en général, donner quelques pistes. C'est-à-dire que ça permet de pénétrer, me semble-t-il, mieux un texte. Et puis, le quatrième point, peut-être, c'est ce que je crois les professeurs de français appellent l'intertextualité, c'est-à-dire essayer de mettre en lien différents textes sur un même domaine à des périodes différentes. Alors évidemment, ça permet d'approfondir la compréhension à la fois de ce que dit l'auteur, de ce qu'exprime l'auteur, et puis, me semble-t-il, ça permet de pénétrer la littérature et ce qu'on a appelé tout à l'heure une forme de culture, un des aspects de la culture de notre pays. Alors, on a des commentaires ou des questions un peu poil à gratter. Qui nous disent le dormeur du Val dépassé. Alors, c'est pas une question, c'est un point d'exclamation. Ne faut-il pas justement importer un peu plus cette nouvelle littérature? Les poèmes ne sont-ils pas dépassés? La motivation serait-elle plus forte de la part des élèves? Je crois que votre propos, Jean-Émile Gombert, n'était justement pas de nous dire qu'il faut oublier le patrimoine, mais qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large, en fait.
de l'ensemble de ces textes. Mais c'est intéressant de voir quand même ces Surtout, remarques qui sont celles des professionnels aujourd'hui. Le Dormeur Duval, je dirais quel beau texte aussi pour travailler l'inférence. Les deux petits trous rouges au côté droit, leur compréhension exige effectivement un travail inférentiel indispensable pour traiter ce poème. Bien entendu que c'est pas dépassé. C'est à la fois des éléments importants de notre patrimoine culturel, et ce sont des supports tout à fait excellent. Alors, en plus, ce poème-là est vraiment totalement bien adapté pour un travail explicite sur la compréhension. Alors, autre axe des recommandations, lire pour apprendre. Alors, après l'entrée en littérature. Là, bon, je pense que là on est sur en fait le texte documentaire. Tout est important dans les différents chapitres que l'on a abordés. Mais là, on a vraiment, je dirais, une clé. Hein, c'est si je ne maîtrise pas l'écrit, je n'ai pas accès à un certain nombre de connaissances, notamment les connaissances qui me sont apportées par l'école. Donc il y a une véritable nécessité d'avoir une formation ce qu'on appelle les textes documentaires, mais c'est extrêmement générique, hein, ces textes dont la vocation, plus que ces textes, ces documents dont la vocation est d'apporter de l'information. Ça va au-delà du texte, parce qu'il y a de l'iconographie, parce qu'il y a du multimédia, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Et c'est à propos de ce type de texte, qu'on aborde extrêmement tôt dans l'apprentissage, donc dès l'école maternelle, mais c'est à ce propos en particulier que se pose le problème des spécificités des disciplines. Un énoncé de problème arithmétique, c'est un texte. Un résumé à la fin d'un chapitre d'un livre d'histoire, c'est un texte. Bien entendu, l'un et l'autre ne se traitent pas de la même façon. Le résumé du chapitre lui-même ne se traite pas de la même façon que l'ensemble du texte long, des textes, des différents documents contenant le chapitre, dont il constitue un résumé. On a des spécificités des types de textes, on a des spécificités des types de textes en fonction des disciplines. Et il y a une vraie nécessité, et je crois que c'est souvent fait, mais c'est peut-être pas assez systématisé, une vraie nécessité que les enseignants des différentes disciplines incluent dans leur enseignement des enseignements tournés pas seulement sur le contenu, mais sur le traitement du support, en particulier du support écrit. Ça exige sans doute un travail en équipe entre les différents enseignants, en particulier avec le professeur documentaliste du collège, qui a un rôle véritablement central à jouer dans le domaine. Jean ? Juste un point. Le caractère disciplinaire en tant qu'enseignement, notamment au collège, fait que le professeur d'histoire n'est pas concerné par tout ce qui concerne le français, peut-être. Bon, je caricature, pas la peine d'envoyer des questions. Donc, pas des questions, ce sont des scuds que tu le professeur de géographie, etc. Mais se pose quand même,
et c'est ce sur quoi je voudrais rebondir, se pose la question, quel que soit le contenu, la question de la compréhension d'un texte documentaire, que ce soit de l'histoire, de la géographie, avec images, graphiques, schémas, etc. Et donc se pose le problème de la formation aussi, initiale et continue, de ces enseignants qui doivent se poser la question des processus de compréhension engagés dans les textes documentaires et les difficultés qui peuvent émerger chez un certain nombre d'enfants qui font face à ces textes qui peuvent leur poser problème. Ces enfants peuvent être intéressés par l'histoire, par la géographie, par le domaine, mais être un peu limités par leur capacité de lecture, justement limitée sur la compréhension, voire sur l'identification de mots écrits. Donc il y a peut-être aussi des éléments dans ce sens, en termes de formation initiale et continue, pour tout le monde, sur la lecture et la compréhension en lecture. Lire à l'heure du numérique. Voilà, alors là je peux peut-être commencer sur le numérique, puisque tu es praticien dans le domaine. Oui, alors lire à l'heure du numérique, je le lis moi-même sur deux registres. Je m'explique, puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure, puisqu'on est à l'heure du numérique, il y a certainement un certain nombre d'outils numériques en termes de logiciels, en termes d'applications qui peuvent être utilisés pour réduire les difficultés en lecture. Juste, peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis l'autre aspect de lire à l'heure du numérique, bien sûr, c'est utiliser le numérique pour aller chercher des informations, et je pense aux activités, par exemple, engagées dans un certain nombre, chez les adolescents, chez les jeunes adolescents, dès le collège, pour utiliser par exemple le web, être capable d'aller utiliser le web. Et à ce moment-là, on est sur un autre type de lecture. Alors quand je dis un autre type de lecture, bien sûr, ça engage l'identification de mots écrits, la compréhension, être capable de faire de l'analyse, et du traitement et de syntaxe plus ou moins complexe. Ça, c'est la base. Néanmoins, un document numérique, un document web, se pose une première question, la fiabilité du support, la fiabilité des informations récoltées. Et là, il y a certainement un travail, une réflexion à avoir et un travail cognitif à engager auprès des élèves. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais je pense qu'il y a une réflexion à approfondir sur cette question-là. Un deuxième point, c'est sur le fait aussi que la lecture de documents numériques, ce n'est pas une lecture linéaire, comme on lit un texte narratif. On passe du premier mot, deuxième, troisième, etc. Donc c'est une lecture qui demande plus de flexibilité. On va passer d'une information rapidement à une autre, être capable d'inhiber des informations qui ne servent à rien ou qui ne sont pas fiables, etc. On est sur d'autres processus qui sont peut-être plus importants, dont on ne parle pas beaucoup, dont on n'a pas encore parlé, qu'on appelle, nous, dans notre... je ne suis pas sûr que ce soit du jargon, mais les fonctions exécutives, tout ce qui concerne la planification de l'action, tout ce qui concerne l'inhibition, être capable d'inhiber, par exemple, des informations. Je vois ces informations, mais je ne m'en sers pas, je les ai bien notées, mais je ne m'en sers pas. Je planifie parce que je vais faire ci, ça, je change d'écran, voilà, donc je m'organise. Et on voit qu'à ce moment-là, en plus, il y a un aspect interactif entre l'utilisateur d'une page web, d'un document numérique, et puis le document auquel il est confronté. Autrement dit, on est sur une lecture fonctionnelle numérique bien plus riche et bien plus complexe en termes de processus engagés. En d'autres termes, on est encore sur un niveau plus élevé. Et il y a à s'interroger et à être attentif à des dispositifs pédagogiques qui puissent être mis en œuvre, adaptés et prendre le temps, je pense, pour justement lire sur du numérique et avec des documents numériques et être capable d'en extraire des informations ou de rejeter totalement les informations, puisque
on sait très bien que sur le web, tout passe, etc. Voilà. Donc la question du numérique, dans le deuxième domaine que lire des documents numériques, c'est là aussi une question nouvelle, par exemple, par rapport, je pense, qui n'était pas signalée ou abordée en 2003, dans la première conférence. Donc ça, c'est un enjeu pour les années à venir, certainement, sur un plan pédagogique. Pour prendre la distinction faite par Jean, donc, il y a cette distinction donc, entre des instruments, des supports, des logiciels numériques dédiés à l'enseignement et l'utilisation des supports numériques à la disposition de tout un chacun, par exemple type Wikipédia pour faire simple. Et c'est vrai que les problèmes ne se posent pas de la même façon sur les deux volets. Sur le premier volet, le problème, c'est le problème de la fiabilité. Pourquoi ? Parce que dans le commerce, on trouve actuellement moult dispositifs numériques pour assister les apprentissages. Et très peu sont issus de la recherche scientifique. Très peu, c'est peut-être pas grave, mais ce qui est plus grave, c'est que très peu ont été validés. C'est-à-dire, pour très peu, il y a eu un véritable test de leur efficacité. Donc il faut vraiment une grande méfiance, une grande prudence dans l'utilisation de ces outils. D'où viennent-ils? Et y a-t-il des données fiables qui attestent de l'efficacité de ce type d'outils? Là, on est dans un entre-deux actuellement, puisque il ne s'agisse pas un label qui distinguerait des outils certifiés et d'autres qui ne seraient pas. Donc là, actuellement, il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a un marché. Et quand il y a un marché, il y a des gens qui sont plus intéressés par la rentabilité du marché que par l'efficacité du produit. Sur le deuxième volet, que je simplifie en Wikipédia, mais l'ensemble, je dirais, des supports numériques actuellement de l'écrit. Première constatation, contrairement à ce qui est dit, en moyenne, les élèves lisent plus maintenant que naguère. Grâce au numérique. Ou à cause du numérique, je ne sais pas. Parce qu'ils lisent plus, c'est-à-dire qu'ils sont, surtout pour ceux qui avant lisaient très peu, maintenant ils sont beaucoup confrontés à de l'écrit sur leur support numérique, même quand c'est des supports de jeu. Mais en revanche, ça se fait souvent au détriment de la lecture de textes longs. Et c'est là qu'il y a peut-être actuellement, je dirais, quelque chose, une perte en quelque sorte, vu, je dirais, l'importance du texte long. On a parlé tout à l'heure de la littérature, on a parlé des inférences, etc. Mais bon, première idée reçue, c'est pas vrai que les élèves lisent moins, ils lisent plus, mais différemment. Et c'est quelque chose qui doit être intégré. Deuxième point, qui a bien été souligné par Jean, mais sur lequel je voudrais insister, la lecture sur support numérique, c'est cognitivement beaucoup plus complexe que la lecture linéaire sur un papier ou sur une surface type tableau où on lit de façon linéaire de gauche à droite ou de droite à gauche si on est dans une autre langue. Il y a, et là c'est très bien documenté par des recherches de gens comme Jean-François Rouet, comme André Trécot, il y a des processus cognitifs beaucoup plus exigeants pour fréquenter ce type de texte. Juste un point, sur les outils numériques utilisés, Jean-Émile l'a dit, je voudrais juste distinguer deux aspects. Leur efficacité, c'est-à-dire, et donc on doit faire l'hypothèse qu'ils sont efficaces en termes de stimuler les performances sur les performances scolaires sur tel ou tel domaine. Si c'est pour la lecture, on va stimuler les performances en lecture. Donc ça, c'est l'aspect plus cognitif. Il y a un deuxième aspect qui n'est assez peu investigué, c'est l'aspect ergonomique.
l'aspect ergonomique, c'est-à-dire est-ce que l'outil est utilisable facilement par l'enfant, l'adolescent, mais aussi est-ce qu'il est utilisable facilement par l'enseignant? Est-ce que l'enseignant l'intègre aisément dans sa pratique ou dans ses pratiques pédagogiques? Et ça, c'est une autre question. Et à mon sens, sur ces points-là, il reste encore à avancer et à améliorer un peu enfin, la réflexion sur les aspects ergonomiques des outils. Juste un point pour terminer. Un travail relativement récent qui date de l'an dernier montre que l'insertion d'outils numériques dans les classes est plus efficace lorsqu'il y a un accompagnement auprès des enseignants et lorsqu'il y a un soutien. Alors quand je dis accompagnement, c'est une formation initiale et un soutien pendant l'utilisation de ces outils. Voilà. En d'autres termes, les outils numériques ne sont pas magiques comme ça pour booster ou pour stimuler des performances. Encore faut-il en penser l'insertion dans une pratique pédagogique. Dernier point à voir ensemble, le temps tourne. Prendre en compte la diversité des élèves, c'était aussi un axe fort de ces recommandations. Et on voit bien que vous l'avez finalement déjà largement énoncé dans ce suivi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus précis? C'est un axe fort, c'est un axe que je regrette presque qu'on ne l'ait pas plus développé dans les recommandations. Mais en fait, c'est vrai que c'est transversal. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit sur les différentes dimensions, leur prise en compte doit faire l'objet d'une attention particulière pour les élèves en plus grande difficulté. Là, il n'y a pas... Je dirais, quand un élève est en difficulté en lecture ou avec l'écrit, sur telle ou telle dimension, généralement, il ne s'agit pas de faire différemment avec lui, différemment qu'avec d'autres élèves. Il faut faire de façon peut-être plus insistante, il faut clarifier les situations en les découpant de façon plus séquencée. Il faut répéter les activités, c'est pas faire autre chose. Alors tout ce qu'on a dit sur les différentes dimensions s'applique aussi aux élèves en difficulté. Le souci, mais ça on l'a dit plusieurs fois, le souci c'est de ne pas faire un enseignement qui marche pour les bons élèves parce qu'ils crossent à cet enseignement et qui vont devenir encore meilleurs et qui laissent de côté les plus en difficulté. Alors, les plus en difficulté, c'est quoi la proportion des élèves en difficulté? Alors là, c'est très difficile parce que c'est un continuum. Alors, si je fais un discours politique et que je parle de la politique de ceux qui ont été faits avant, je dirais il y en a 30% ou 40% ou 50% en difficulté. Si je parle de la politique que j'ai menée moi, je dirais il n'y en a que 5%, c'est facile, puisque c'est un continuum, il suffit de couper ce continuum plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Ce qui est clair, c'est qu'il y a environ 5% des élèves qui ont des difficultés spécifiques dans l'apprentissage de l'écrit. C'est les élèves qui sont, je dirais, sur le versant de la dyslexie. Donc là, ce n'est pas le lieu de rentrer dans le détail de ce qu'est la dyslexie. Il faut uniquement savoir qu'il y a des élèves qui ont des difficultés particulières à mettre en place et ou à automatiser les correspondances entre les lettres et entre les graphèmes et les phonèmes. Ouais, le décryptage ne se met pas en place ou ne s'automatise pas. Et pour ces élèves, bien entendu, il y a de façon continue une partie de leur réflexion qui est forcément focalisée sur ce type de mécanisme qui n'est pas disponible pour les activités de plus haut niveau liées notamment
à la compréhension. Ce qui demande effectivement qu'il y ait une prise en charge particulière pour cette faible proportion d'élèves. Avec notre équipe, avec Annie Magnan, on a réfléchi à cette question-là déjà depuis quelques années et on développe plusieurs projets qu'on nomme ARDILEC. Alors, cet acronyme, c'est pour Atelier de réduction des difficultés en lecture. On l'articule en 3 points, très simples. La mise en œuvre est un peu plus compliquée, mais le principe est simple. On évalue les performances en lecture, on stimule pour les enfants que l'on a repérés en difficulté de lecture et on réévalue après une session d'entraînement. Et ce dispositif a l'avantage ou aurait l'avantage de cibler des enfants dont les profils de lecteurs ont été, comment dirais-je, définis. Alors je ne parle pas des dyslexiques, hein, bien sûr, mais je parle des enfants, des faibles lecteurs. Et on va distinguer les faibles identifieurs, ceux qui ont toujours des difficultés à identifier les mots, et les faibles compreneurs à l'oral, ceux qui ont des difficultés pour comprendre. Et dès lors, on va mettre en place, puisqu'on a maintenant des logiciels qu'on avait validés, on va mettre en place ces outils et évaluer leur impact dans les classes. Et je pense qu'on répond, enfin en tout cas, c'est une tentative de réponse pour réduire les difficultés des élèves, notamment sur la lecture. Et on a pu, les derniers points, on a bénéficié du dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Institut Carnot Éducation, et ça a été, voilà, notre projet, parmi d'autres, hein, a été retenu, et ça va nous permettre maintenant d'engager un projet de recherche avec directement des enseignants qui étaient intéressés, puisque je n'ai pas le temps là, de parler plus avant de l'Institut Carnot Auvergne-Rhône-Alpes, expérimental, peut-être qu'il va s'étendre ensuite dans d'autres régions françaises, mais qui est tout à fait intéressant, le dispositif, et ça permet de répondre donc, à la question. Nous, on a tenté de répondre à la question, prendre en compte la diversité des élèves et prendre en compte les profils des enfants selon leurs difficultés en lecture, en liant numérique et lecture. Merci beaucoup. Une petite image pour sourire à la fin de cette conférence. Donc merci beaucoup à Jean-Émile Gombert et puis à Jean Ecal d'avoir partagé avec nous ces recommandations, d'être allé certainement plus loin dans les détails. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques et seulement une partie de vos questions sont arrivées. Alors, il en restait encore beaucoup. Je pense qu'on aurait pu rester encore ensemble une petite heure. Il y avait des questions que moi je trouve évidemment passionnantes qui portaient sur le lien entre écriture et lecture. Enfin voilà, donc il y avait encore, on nous parlait du sujet lecteur, donc il y avait encore un certain nombre de questions. Mais bon, c'est ça aussi, ces conférences virtuelles, c'est une entrée aussi dans le monde de la recherche, dans le dialogue avec des chercheurs pour donner envie aussi d'aller certainement plus loin. Vous allez tous recevoir par mail un lien qui vous permet de réécouter l'ensemble de la conférence et puis surtout de la faire tourner. Tout ça a été enregistré, vous aurez accès à la totalité de la conférence, donc partagez-la. Je crois que c'est important aussi de faire circuler l'information, de faire circuler ces échanges. Et puis sachez en avant-première que la prochaine conférence de consensus du Conseil national d'évaluation du système scolaire portera sur la différenciation pédagogique. Donc on l'a un peu abordé et vous avez posé ces questions de oui, mais comment on fait pour accompagner différemment chacun des élèves pour développer des suivis plus particuliers. Eh bien, on est en train d'y réfléchir. On a sollicité plusieurs chercheurs pour réunir les éléments de recherche. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire au jury de cette conférence de consensus qui aura lieu donc début 2017. Merci pour votre écoute et donc à très bientôt.